Je me rappelle à présent que je vous choisis précisément pareil que vous revenir de votre émission d'Hillary et que je vais trouver dans vos rapports des choses qui m'avaient frappé. Car c'est étonnant comme il me réveillent chaque jour à présent des choses qui dans le temps m'ont frappé en vous et qui, par une fatalité singulière, se sont entièrement effacées dès le lendemain. Peu ces missions spéciales et de confiance, je me faisais présenter le décret avec le nom en blême que je remplissais de mon choix privé. C'est moi qui vous aurais inscrit de ma main. Sûr, et j'ai répondu, il n'exista peut-être jamais mission plus agréable et plus satisfaisante. Sur tous les rapports, je le commençais avec le premier jour du printemps. Je fus de Paris à Toulon et de Toulon à Anvers en bordant les côtes et serpentant dans l'intérieur. J'ai fait près de 1300 lieues. Malheureusement, le temps fut bien que le ministre, dans ses instructions, avait rigoureusement prescrit le terme de 3 mois, de 4 au plus. Il me serait difficile de rendre dignement tous les charmes, les jouissances, les avantages qui me présenteront un tel voyage. J'étais membre de votre conseil, officier de votre maison, j'ai porté vos couleurs. Partout, on ne vit au moins que de vous, monsieur Dominici. Partout, je fus reçu traité à l'avenant, plus l'embrouillé de circonspection, plus jugé de modestie et de simplicité. Mais rendons à même auprès de hauts fonctionnaires qu'on m'avait donné le droit de demander près de moi, et plus j'ai trouvé de déférence et d'obséquiosité, peu qui montrait de la défiance ou laisser percer quelques dépits ou jalousie, car j'ai appris depuis. Et de même que mes titres de noble, d'émigré et de chambellan étaient en trois réprobations peu certaines par un diseur que me regardait de travers. Il en était beaucoup d'autres qui n'hésitaient pas à courir au devant. L'objet sur lequel j'étais loin de me permettre de l'interroger. Ils aimaient assurer à moi sans réserve, assurait-il. Disons que le poste que j'occupais auprès du souverain leur offrait un intermédiaire favorable, que j'étais peu les conseils auxquels ils se fiaient pu transmettre leurs pensées les plus secrètes au très haut. Plus je les assurais qu'ils se méprenaient beaucoup sur ma situation et la nature de ma mission, plus ils se confirmaient dans la pensée contraire. En si peu de temps, quels sont pour moi sur les hommes? Il n'était pas de ces hauts fonctionnaires qui ne différaient sur presque tous les objets des vues, des moyens, d'intention, et il était en tout portant des hommes d'élite, éprouvés généralement de beaucoup de mérite, les particuliers aussi me prenant peu un rayon de la providence, s'adressant à moi publiquement ou avec mystère, que des choses appris, que des dénonciations ou des délations me feront faites, que d'aveux locaux, que l'intrigue subalterne, mais pas vraiment tout à fait neuves affaires, et jusque-là absolument étranger à l'administration. Je me approprie cette occasion unique de m'instruire. Je ne manquais pas de m'informer avec chacun de tous les objets et de tous les détails de sa partie. Je ne craignais pas de me montrer novice aux premières, afin de pouvoir discuter avec les derniers en connaissance de cause. Ma mission spéciale, sire, n'avait eu, il est vrai,
d'autres objets que les dépôts de mendacité et les maisons de correction, mais sentant tous les besoins de données propres à me rendre utile au Conseil d'État et profitant des avantages de ma situation, j'y adjoignis de mon chef d'inspecter minutieusement les prisons, les hôpitaux, les berceaux et établissements de bienfaisance, comme aussi de parcourir tous nos pas et de visiter tous nos escadres. Quel magnifique ensemble me présenta les tableaux que cette heureuse circonstance déroulait à mes yeux. Partout, la tranquillité la plus parfaite est une confiance entière dans le gouvernement. Tous les bras, toutes les facultés, toutes les industries en mouvement. Le sol resplendissant d'agriculture. C'était le plus beau moment de l'année. Des routes admirables, des travaux publics presque partout, les canaux d'Arles, les beaux ports de Bordeaux, les travaux de Rochefort, les canaux de Nantes, à Brest, à Rennes, à Saint-Malo, la fondation de Napoléonville, calculée peut être la clef de toute la péninsule bretagne, les magnifiques travaux de Cherbourg, ceux d'Anvers, des écluses, des jetés ou autres améliorations dans la plupart des villes de la Manche. Voilà l'esquisse de ce que j'ai rencontré. De notre côté, les portes de Toulon, Rochefort, Lorient, Brest, Saint-Malo, Le Havre, Anvers, présentaient une activité extraordinaire. Nos rades se couvraient des oiseaux dont le nombre s'est croissé chaque jour. Nos équipages le feraient en dépit de tout obstacle de nos jeunes conscrits. On obtenait désormais de bons matelots. J'étais émerveillé, moi de l'ancien marine, de tout ce que je voyais à chaque bord. Tant étaient grands les progrès que l'art avait fait, et tant il assaillant en arrière, sous tous les rapports, et en toutes choses, ce que j'avais connu. Dans chaque rade, chaque escadre avait généralement son appareillage et ses exercices réguliers. Comme les garnisons ont leur parade, et le tout se passait à la vue et sous les canons des Anglais qui sont moqués sans prévoir les périls qui les menaçaient. Car jamais, à aucune époque, notre marine n'avait été plus formidable. Niveau nos vaisseaux peu nombreux, nous en comptions déjà aux flottes ou en construction de la descente et nous les augmentions. Généralement, les officiers étaient pleins d'instructions, des ailes, d'ardeur et d'impatience. À avoir vu tout cela, je ne m'en doutais assurément pas. Je ne l'eusse même pas cru si l'on ne me l'eût pas raconté. Quant au dépôt de mendacité, l'objet spécial de ma mission, vos intentions, si avaient été mal comprises, les bouts tout à fait manqués. Non seulement les mendacités, dont la plupart des départements n'avaient point été détruites, elles n'avaient pas même été entamées, c'est que plusieurs préfets, loin de faire des dépôts en épouvantail pour les mendiants, n'y avions vu qu'un refuge pour les pauvres. Au lieu de présenter la réclusion comme un châtiment, ils la faisaient susciter comme un asile. Aussi le sort des reclus pouvait-il être envié par les paysans laborieux du voisinage. On eut de la sorte couvert la France de pareils établissements, qu'on eût trouvé à les remplir, et qu'on n'en eût pas au moins demandé que d'ordinaire s'en font une prévention et l'exerçant par goût. Toutefois, je peux voir que l'extirpation de cette lèpre était très possible, et il suffisait de quelques départements où les préfets avaient mieux vu la chose pour s'en convaincre. Il en était où elle avait presque entièrement disparu,
Une observation qui frappe tout d'abord, c'est que toutes choses d'ailleurs égales, la mendacité est beaucoup plus rare dans les parties pauvres et stériles, beaucoup plus commune dans les provinces fertiles et abondantes. Comme si elle est infiniment plus difficile à extirper dans les endroits où le clergé a été plus riche et plus puissant. Dans la Belgique, par exemple, on voit des mendiants se faire honneur de leur profession, se vanter de l'exercer depuis plusieurs générations. C'était là le titre à eux. Là aussi, la mendacité avec ses quartiers, mais je n'en suis pas étonné, a repris l'empereur. Le nœud de cette grande affaire est tout entière dans la stricte séparation du pauvre qui commande le respect avec le mendiant qui doit exciter la colère. Oh, nos travers religieux mêlons si bien ces deux classes qui semblant faire de la mendacité un mérite, une espèce de vertu, qui la provoquant en lui présentant des récompenses célestes. Au fait, les mendiants sont-ils plus ni moins que des moins au petit pied, tellement que dans la nomenclature se trouvant les mois mondiens commandent de telles idées ne porteraient-elles pas de confusion dans l'esprit et le désordre dans la société? On a canonisé grand nombre de saintes dont le grand mérite apparent était la mendacité. On semble les avoir placés dans le ciel pour ce qui, en bonne police, ne de leur valoir sur la terre que le châtiment et la réclusion. Ce qui n'est pas un péché de reste et qui ne mérite à son le ciel. Mais continuez. Sire, ce ne fut pas sans émotion que j'ai suivi les détails des établissements de bienfaisance en contemplant toute la sollicitude et les soins leur de charité. Des temps de balsame, je peux voir que nous étions loin de les céder en quoi que ce fût aucun peuple. Que seulement nous émettions moins d'ostentation, moins d'art peut-être à nous faire valoir les métiers, surtout le Languedoc particulièrement faisait remarquer un surerroir des ailes et des faveurs dont on aurait peine à se faire une juste idée. Partout les hôpitaux, les hospices étaient nombreux et généralement bien tenus. Les enfants trouvés avaient décuplé depuis la Révolution. Je ne manquais pas de prononcer aussitôt que c'était l'effet de la démoralisation du temps, mais on me fit observer et une attention soutenue mais convaincue qu'on devait ce résultat au contraire à des causes très consolantes. J'ai dit, me dit-on, les enfants trouvés étaient si mal soignés, si mal nourris, si mal tenus, que toute leur population s'était chétive, malingre, expirante. Se disent, ils en périssaient toujours cette année, tandis qu'aujourd'hui, la nourriture, la propriété, les soins de toute espèce sont tels qu'on les sauve presque tout, et qui montrent une enfance magnifique. Ainsi, ils ne se sont multipliés que de leur propre conservation. La vaccine aussi y a contribué dans un rapport immense. On prend aujourd'hui un tel soin de ses enfants qu'il en est provenu un bout singulier et arrive à des mères même ainsi d'exposer leurs enfants, puis elles se présentant à l'hospice, s'offrant charitablement de prendre en nourrissant chez elles. C'est de leur cas, reprenons, mais avec un petit salaire. Le tout se fait par comparage des agents même, et souvent peut procurer une légère pension à l'un des siens. Un autre boost de ce genre, non moins singulier encore, que j'ai rencontré en Belgique, était des inscriptions prises longtemps à l'avance pour être reçues à l'hôpital un jeune couple
tout en se mariant. Oh, ainsi de se faire inscrire pour des places qui lui écheraient des droits à quelques années de là. C'était une portion de l'ado. Oh Jésus, s'écrie ici l'empereur, levant les épaules et riant, et puis se fait des règlements et des lois. Mais quand en prison, si c'était presque universellement un tableau d'horreur et de véritable misère, la partie honteusement de nos départements, des vrais glauques infects, des réduits abominables qu'il m'a fallu parfois traverser en courant, ou dont j'étais repoussé en dépit de tous mes efforts. Autrefois, en Angleterre, je vais visiter certaines prisons et je m'étais permis de rire de l'espèce de luxe qu'elles présentaient. Mais ici, c'était bien autre chose. Et je me sentais indigné de l'excès contre eux. Il n'est pas de faute épeurée, même Dieu des crimes, qui ne se trouvant déjà assez punis par un tel séjour, en certain, il ne doit certainement plus demeurer en toute justice, qui peut au point à expier, et pourtant ce n'est là encore que la demeure des simples prévenus, car peu les condamnés, les vrais coupables, les grands scélérats, ils avaient en leur prison spéciale les maisons de correction où ils étaient peut-être trop bien, car là encore, les journaliers vertueux pouvaient trouver on enviait faire une comparaison injurieuse à la providence et la société. Toutefois, un inconvénient frappant se faisait remarquer encore dans ces maisons de correction. C'était l'amalgame. L'amalgame. Non. L'amalgame. La fréquentation habituelle de toutes les classes de condamnés dont les uns ni devront rester qu'une année, peu de fautes moins graves, tandis que d'autres y attendent peu 15, 20 ans, pour toute la vie, à cause d'horribles forfaits. Il devait nécessairement en résulter bientôt une espèce de niveau moral, non pas l'amélioration des scélérats, mais bien plutôt pour la grave